Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici ce matin pour ce webinaire sur le recrutement des commerciaux, comment concilier performance et rétention. Je suis Gisela Sanchez, responsable des projets au sein du Finance Innovation. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître le pôle, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre partenaire Romain Pichou, de la société, CEO de la société GetPro, un cabinet de recrutement de spécialistes dans le profil tech. Nous avons aussi prévu 2 autres intervenants, donc j'ai le plaisir aussi d'accueillir Gabriel Lasnay, Chief Innovation Officer de Talent Today, et Mathieu Nivois, Chief Sales Officer de la société Lucas. Donc, aujourd'hui, on va discuter sur la problématique des recrutements commerciaux, que parfois, il me semble, c'est un peu plus difficile de recruter qu'un développeur, suite à la complexité d'un produit, par exemple. Mais ce sont nos experts qui vont tout nous raconter dans quelques secondes. Avant de vous laisser la parole aux intervenants, je vous rappelle que vous avez un onglet pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. On a prévu quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Et sachez aussi que les replays de ces webinaires sera disponible que dès la fin de ce webinaire et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, voilà, et Romain, Gabriel, Mathieu, je vous passe la parole maintenant. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci Gisela, et merci donc à tous les participants. On est à la fois étonnés et ravis de l'engouement autour de la thématique du recrutement et en particulier avec l'application de la psychométrie pour compléter les dispositifs d'évaluation. Donc moi je suis Romain Pichou, le CEO de GetPro, un cabinet de recrutement qui compte une trentaine de collaborateurs, et on recrute en France, principalement à Paris, pour des startups, scale-up et filiales tech de grands groupes. Et on se différencie notamment par l'utilisation d'outils psychométriques pour évaluer les candidats. Donc, pour traiter ce sujet du recrutement de commerciaux, comment concilier performance et rétention, on a décidé d'aborder cette thématique en 4 points. La première, donc un petit rappel méthodologique autour du concept de corrélation, qui est très utilisé en psychométrie, mais qu'on utilise aussi intuitivement lorsqu'on fait passer des entretiens structurés sans outils psychométriques. Ensuite, on pourra discuter un petit peu des dimensions évaluées lors de l'évaluation des commerciaux. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on essaie de trouver chez les candidats? Puis Gabriel nous parlera de culture fit, et on aura un cas pratique avec Mathieu qui nous décrira un petit peu les processus de recrutement de commerciaux chez Lucas. Et donc, on va essayer de faire tout ça en moins d'1 heure. Voilà, donc c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que le recrutement des commerciaux il est si important? Alors, la première raison, c'est parce qu'entre un bon commercial et un mauvais commercial, eh bien, il peut y avoir des différences de CA générées qui sont très importantes. Ça arrive fréquemment qu'on ait des ordres de magnitude de 5 ou 6. Un mauvais commercial qui fait 100 000 euros et un bon commercial qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. L'autre raison qui fait que c'est intéressant de se pencher sur ce sujet, c'est qu'on dispose de données objectives de performance, ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers, et ce qui simplifie l'analyse et les calculs de corrélation. Ensuite, les populations de commerciales, c'est des populations qui sont malheureusement touchées par un turnover élevé, plus élevé que sur les autres populations. Et enfin, on a des risques toxiques de A-player, comme la culture est quelque chose qui est extrêmement important pour la performance du groupe dans les équipes sales. C'est très risqué d'avoir un élément qui vient perturber cet esprit de groupe. Alors d'abord la méthodologie. Donc, quand on fait passer un entretien d'embauche, ce qu'on se dit, c'est qu'on est capable de prédire dans une certaine mesure des outputs,
et un output comme la performance, par exemple, ou la rétention, ou le potentiel d'un candidat. On fait passer un entretien et on dit, je pense que cette personne, elle est bonne et qu'elle va réussir dans mon entreprise, qu'elle va bien s'intégrer et qu'elle va évoluer en tant que manager. Voilà, on fait cette liaison. Et donc, cette liaison en psychométrie, ça s'appelle la corrélation. C'est-à-dire, on dit, c'est le degré d'imbrication entre un input et un output. En psychométrie, c'est juste qu'on met à plat et on fait les calculs de manière précise. On n'utilise pas son intuition. Donc, je vous donne un exemple de calcul de corrélation. Donc, ici, vous avez la note générale de candidats qui ont passé des entretiens d'évaluation. Et ensuite, vous avez le CA annuel qu'ils ont fait dans les 1 an qui a suivi leur embauche. Eh bien, à partir de ces deux informations-là, on peut calculer la corrélation. C'est très simple, c'est une fonction Excel qui est très simple, ça prend 2 minutes à faire. Et ici, donc, on voit qu'elle est de 0,84. Une corrélation, c'est compris entre -1 et 1. Quand elle est quand elle est élevée comme ça de l'ordre de 0,84, ça veut dire que les résultats des évaluations ont une incidence forte sur la performance que va réaliser le sales. L'évaluation est pertinente, donc. On a repris ici les points, chaque note d'évaluation d'un candidat, et ce que ça a donné en termes de chiffre d'affaires. Et vous voyez, à partir de la corrélation, on peut calculer une droite de régression linéaire ici. Et la droite de régression linéaire, c'est un modèle prédictif qui nous dit, eh bien, si une personne, elle a eu telle note aux évaluations, eh bien, on peut prédire qu'elle devrait faire à peu près ce CA-là. Donc, ce n'est pas parfait. Plus la corrélation est forte, plus le modèle, les données que va nous donner la droite de régression linéaire vont être précis. Dans cet exemple, si on augmente de 10% la note moyenne aux évaluations des candidats, eh bien, on augmente de 18% le CA. Donc, c'est assez énorme. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de travailler avec des outils psychométriques, parce qu'on peut chercher à modifier les outputs de cette manière-là. Alors, évidemment, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Donc, la première condition, c'est de trouver des évaluations qui sont corrélées avec l'output qu'on recherche, donc la rétention ou la performance. Parce que si on tire une pièce à pile ou face, et donc on va avoir une corrélation proche de 0, ça ne va pas nous aider, à améliorer nos recrutements et à augmenter la performance des sales. Mais si on trouve quelque chose qui est proche de 1, eh bien là, on va pouvoir augmenter le CA grâce à notre modèle prédictif. Ensuite, pour que ça fonctionne bien, il faut également que l'écart entre les outputs soit grand. Donc, un exemple, si un mauvais sales, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et un bon sales, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas d'intérêt à mettre en place un processus d'évaluation des candidats très sophistiqué. Pourquoi? Parce que ça ne va rien changer au niveau de performance atteint par votre entreprise. Et ensuite, plus on a un échantillon qui est grand, et plus notre modèle prédictif va être fiable. Plus on lui donne de données, et plus le modèle prédictif va apporter de la précision. Alors, les dimensions évaluées pour les commerciaux. Donc, on a fait une revue de la littérature scientifique sur le sujet, et en même temps, on a croisé ça avec notre pratique du recrutement chez GetPro. Donc, il y a 2 types d'évaluations qui sont utilisés. On peut les classer en 2 grandes catégories. Il y a les outils automatisés et standardisés et les évaluations humaines. Donc, je commence par les évaluations humaines parce que c'est celles que probablement vous connaissez le mieux. Les avantages, c'est la capacité du cerveau humain. Donc, quoi qu'on en dise, le cerveau humain, il est extrêmement précis. Il permet de percevoir avec une très grande finesse les qualités et les défauts d'un candidat dans un très grand nombre de dimensions. Le deuxième avantage, c'est que c'est personnalisable. Si vous commencez un entretien, vous pouvez changer d'angle d'attaque, le remodeler
pour un nouveau processus de recrutement, le redesigner votre manière d'évaluer, on peut modifier. C'est l'avantage de cet outil. Le gros problème du cerveau humain, c'est les biais. Ça, c'est un très, très gros défaut. C'est-à-dire qu'on va projeter tout un tas de choses sur les candidats, faire des erreurs d'interprétation. La liste des biais est grande. L'autre inconvénient, c'est le coût. Dès qu'on fait participer des humains à des entretiens, faut imaginer des mises en situation où il peut y avoir 3-4 personnes, où ça dure plusieurs heures. Et bien tout de suite, là, on fait augmenter considérablement les coûts du candidat interviewé. Et ensuite, donc un problème récurrent avec ces entretiens-là, c'est qu'on n'a ensuite pas des données homogènes, c'est-à-dire qu'on n'a pas posé systématiquement les mêmes questions à chacun des candidats, on ne les a pas évalués exactement de la même manière, et donc du coup, après, ça ne donne pas des données sur lesquelles on peut travailler pour faire des modèles. Les avantages des évaluations standardisées, c'est qu'elles sont économiques, c'est pas cher du tout en comparaison avec des évaluations humaines. C'est qu'elles sont généralement validées statistiquement, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par des psychologues ou des statisticiens pour s'assurer qu'on a une bonne validité des outils. Et après coup, on a des données structurées. C'est ce qui est extrêmement intéressant, ça, pour faire des modèles après. Les inconvénients, c'est l'expérience candidat. Donc, c'est moins sympathique de se retrouver face à un ordinateur pour répondre à pour faire un test d'intelligence, par exemple. Donc, en termes d'image d'entreprise, ça peut être un petit peu brutal pour le candidat. Et ensuite, ce type d'évaluation nécessite que les gens qui administrent les tests soient formés. Souvent, il faut à minima qu'ils aient passé des certifications, et sinon qu'ils soient même psychologues de formation. Et il faut savoir analyser les résultats. Ce qui n'est pas du tout évident, ça veut dire qu'il faut connaître les modèles sous-jacents et savoir ce qu'on recherche dans les tests. Donc, quand on commence à recruter, donc le premier cas, c'est les prérequis du poste. Ça, on l'évalue généralement avec une évaluation type humaine. Donc, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on cherche Eh bien, on cherche que le candidat, ce qu'il a fait par le passé, ça correspond à certaines choses qui sont les prérequis du poste. L'erreur qui est faite en général dans cette partie-là, c'est qu'on en veut trop. Donc là, souvent, eh bien, vous allez avoir des entreprises qui recherchent tous les critères. Donc, elles veulent une personne qui ait fait exactement les tâches que la personne va faire après, qui a bossé exactement avec le même type de client, dans une société qui est au même stade de développement et qui a la même position sur le marché, qui utilise une méthodologie de vente similaire. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est d'isoler ce qui est core dans le job, ce qui ne va pas pouvoir être appris rapidement par la personne et ce qui va être déterminant dans son succès. Si vous prenez trop de critères, donc les critères qui sont vraiment très importants, ils vont être noyés dans les autres critères, c'est-à-dire qu'on y fera moins attention. Et l'autre problème, c'est que vous allez réduire considérablement le pool de candidats potentiels. Donc, un exemple de poste d'ingénieur avant-vente chez un éditeur de solutions SaaS CRM qui est leader sur son marché. Sur ce profil-là, en analysant la fiche de poste, on s'est rendu compte que ce qui était crucial, c'était des compétences en présentation. C'était une personne qui était amenée à présenter devant un auditoire des slides. Encore plus important, car plus dur à acquérir, les capacités rédactionnelles. Donc ça, on ne s'improvise pas rédacteur comme ça dans le job, il faut déjà savoir le faire. Et ensuite, design de solution. Donc ça, c'était les 3 points clés sur ce job. Et en plus, il fallait quelqu'un qui soit up to speed au niveau de la connaissance produit et pour une typologie de clients en termes de panier moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose de vendre un CRM à plusieurs millions d'euros d'abonnement par an que de vendre une solution à 5 ou 10 000 euros. On ne répond pas du tout de la même manière aux interrogations.
Les compétences de vente. Alors là, étant donné qu'on ne parle pas d'un poste en particulier, on revient à la psychométrie, ce qu'elle nous dit en général. Donc, il y a des gros départements de recherche en psychométrie qui travaillent spécifiquement sur ce qui fait que les commerciaux sont performants dans leur job. Et donc, en faisant une revue de la littérature, on se rend compte qu'il y a 3 dimensions qui sont très importantes. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle adaptive selling, c'est le fait de d'adapter son discours à son interlocuteur. C'est-à-dire de tester différents types de discours pour trouver ceux qui marchent avec tel ou tel interlocuteur, créer des personas, en quelque sorte. La customer orientation, c'est le fait de savoir se mettre à la place de son interlocuteur et poursuivre son intérêt à lui plutôt que son intérêt à soi. Et enfin, self-efficacy, c'est la capacité à être à avoir la confiance en soi, enfin, c'est se dire qu'on est capable de réaliser les tâches qui nous ont été données. La confiance en sa capacité à exécuter ce qu'on a envie d'exécuter. Donc, proche de la confiance en soi, mais orienté sur la réalisation de tâches. Donc, ces 3 dimensions-là, elles ont une corrélation. Vous vous rappelez, on a fait un petit calcul de corrélation tout à l'heure, de 0,23. Customer Orientation en moyenne, c'est 0,44. Et Self-Efficacy, 0,38. Donc, c'est des corrélations qui sont assez importantes. Alors, j'avais une petite question avant d'entamer le point suivant sur l'autre méthode d'évaluation. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà utilisé ou passé un test d'intelligence lors d'un processus de recrutement? Alors, pour la petite information, vous savez, sur l'onglet sondage, la question justement que Romain vient de poser, donc vous pouvez répondre là tout de suite. Je vois que ça commence à répondre. On laisse 6 minutes, Romain, le temps. Oui, ok. J'avance pendant ça. 6 minutes. Là, pour l'instant, on a 7 personnes sur le oui. On est à 78%. 8 personnes sur oui et 3 sur nous. Donc, ok, donc la majorité des... La majorité est sur oui. Oui, exactement. Pour ceux qui n'ont pas passé de test d'intelligence ou pour compléter les informations, donc les tests d'intelligence, ils se présentent de différentes manières, donc sous forme de séries de nombres, d'analogies, de matrices. On évalue généralement, donc il y a différentes catégories d'intelligence qui sont évaluées à travers ces tests, donc ils sont plus ou moins complets. Donc, vous n'aurez peut-être pas vu toute la liste des tests qui sont là, si vous avez passé des tests. Un élément important, c'est que en psychométrie, donc un apport qui a été important, ça a été la constatation que les tests d'intelligence étaient corrélés entre eux. C'est-à-dire que si vous êtes bon en mémoire et apprentissage, eh bien, la probabilité est plus forte pour que vous soyez bon en représentation auditive et en rapidité cognitive. Donc, il existerait une intelligence générale, et donc on mesure à travers ces tests. Généralement, les tests d'intelligence sont corrélés avec la performance au travail. En tout cas, c'est ce que nous dit la psychométrie. Mais qu'en est-il des commerciaux? Donc, pour les commerciaux, déjà, nous, de manière pratique, on peut constater que souvent, les ingénieurs les plus pointus ou les grands chercheurs font pas forcément les meilleurs commerciaux. Donc le lien, il est pas si évident que ça, ces populations-là. Donc en faisant une revue de la littérature, on a vu sur une grosse méta-analyse que en général, un collaborateur consciencieux, il est plus performant qu'un collaborateur intelligent. Sauf quand le collaborateur intelligent est consciencieux. Où là, ça fonctionne bien ensemble. Ensuite, l'intelligence, elle est en moyenne corrélée à la performance des commerciaux, mais il y a un certain nombre de cas, c'est-à-dire d'entreprises, où être plus intelligent dans certaines configurations, eh bien, ça amène pas à plus de performance chez les commerciaux. Donc, il y a un rôle ambigu de l'intelligence. Comment on l'explique, ça?
Eh ben, si on regarde des analyses qui sont un peu plus fines, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence, c'est un peu comme le hardware, et les compétences au-dessus, ça va être le software. Et si vous avez les bonnes compétences, eh ben, l'intelligence, ça va vous aider à être extrêmement performant. Mais si vous ne les avez pas, eh bien, vous n'allez pas avoir cet apport-là. Et même, il y a plusieurs études qui montrent que le fait d'être intelligent avec les mauvaises compétences en vente, ça peut être dramatique. C'est-à-dire que c'est pire que d'être moins intelligent. Donc l'intelligence, c'est un input intéressant, mais seul, ça ne fonctionne pas. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a peu de polytechniciens, par exemple, qui sont commerciaux. Sans doute, ils n'ont pas les bons logiciels pour faire ce boulot-là. Alors, une autre question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà effectué une évaluation de la personnalité lors d'un processus de recrutement? Et est-ce qu'on pourrait avoir le chiffre final pour les tests d'intelligence? Oui, alors pour les tests d'intelligence, on est à 61% de oui et 39% non. Ok. Et pour l'instant, sur l'évaluation des personnalités, la deuxième question, on est à 100% de oui. Ok, Non, 91, ça veut dire, il a 9, on est à 10%, 90% oui et 10% non. Ok, donc c'est plus répandu. Ok. Donc pour les tests de personnalité, il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, dans la recherche, le plus répandu, c'est le Big Five. À titre personnel, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ont utilisé le site 16 personnalités qui s'appuie sur le MBTI, qui est une alternative. Bon, dans la recherche, le modèle qui est le plus utilisé, c'est le Big Five. Et donc, c'est un modèle avec 5 traits principaux. Donc, l'agréabilité, l'ouverture à l'expérience, l'extraversion, neuroticisme, la stabilité émotionnelle, et la conscienciosité. La conscienciosité, ça se rapproche généralement de ce qui est lié à l'implication au travail, neuroticisme de la confiance en soi. Pour ce qui est des commerciaux, donc en moyenne sur de gros échantillons, on se rend compte que ce qui est corrélé à la performance, c'est conscientiousness, et particulièrement une facette, donc c'est un sous-trait, qui est la volonté de réussite, 0,3. Donc, identifier la volonté de réussite chez un candidat, eh bien, c'est un bon indicateur futur de performance. Et dans extraversion, l'assertivité est corrélée à 0,2. Donc, l'assertivité, c'est la capacité à dire les choses, à dire ce qu'on a à dire, mais sans ressentir de gêne ni de stress particulier, en restant stable à ce moment-là émotionnellement. Voilà pour ces traits de personnalité. Ce qui est intéressant avec les traits de personnalité, c'est que vous pouvez les évaluer de manière extrêmement précise avec des outils. Donc, il y en a plusieurs qui sont sur le marché, mais notamment Talent Today propose une évaluation de la personnalité qui est très précise. Donc, une petite énigme auquel je vais pas apporter la réponse, je ne vous demanderai pas de la trouver. C'est si on doit recruter sans connaître le job pour lequel on recrute. C'est-à-dire, on n'a aucune idée du job pour lequel on recrute, mais on doit trouver quelqu'un pour le faire. Et ben dans ce cas-là, si on met en place tous les processus d'évaluation qu'on peut trouver pour essayer de maximiser les chances de réussite de la personne qu'on va embaucher, donc on lui fait passer des entretiens, des tests d'intelligence, des évaluations de la personnalité, tout ce que vous voulez, bien, on dit que généralement, on arrive à expliquer, on expliquera que 50% de la performance de la personne qui va être embauchée. Et pourquoi et bien parce que le reste, c'est l'environnement qui va le faire. C'est-à-dire que sans savoir ce que la personne va faire, avec qui, dans quel cadre, on n'a que la moitié de la réponse à la question. Et ce qui me permet de passer le flambeau à
à Gabriel qui va nous parler de Culture Fit. Oui, alors, bonjour à tous. Je me permets de me présenter. Je suis Gabriel Lannes, donc directeur scientifique à Talent Today. Talent Today, c'est une solution d'analyse comportementale des talents en milieu professionnel qui propose en fait d'optimiser les process de recrutement et de gestion du personnel, donc recrutement et management. On se base sur des outils d'évaluation des soft skills. On est propriétaire actuellement d'un questionnaire de personnalité et de motivation et on réalise différents types d'analytics là-dessus. Dans le cadre du sujet évoqué aujourd'hui, moi, je vais plutôt aborder l'aspect donc rétention employé, rétention candidat et les solutions qui existent pour renforcer sa prédiction. En un mot, je vais vous parler de Culture Fit. Donc, il y a différentes types et approches de Culture Fit. Donc, le concept de Culture Fit lui-même, c'est le fait pour une personne extérieure à un groupe donné, une population donnée, c'est le fait d'adhérer naturellement aux valeurs qui définissent ce groupe. Par valeur, on entend l'ensemble des caractéristiques psychosociales, légales, environnementales qui constituent le groupe. Alors, en milieu professionnel, la culture de travail s'exprimera différemment selon l'échelle considérée, évidemment. Elle peut être partagée ou non entre plusieurs acteurs au niveau d'une organisation, d'une équipe, ou même entre un superviseur et son employé direct. Cette culture, elle peut être aussi prônée par un candidat vis-à-vis de sa catégorie de job de référence. Par exemple, si on a un développeur, il va pouvoir avoir des valeurs communes à son groupe de référence, la fonction métier développeur. Et cette culture de travail, elle peut également être désirée par un étudiant vis-à-vis de son choix de carrière, de sa vocation. Il y a différentes échelles, et nous, l'échelle qui va nous intéresser sera plutôt la première, le premier cas. Donc, on s'intéresse à la culture de travail qui peut être partagée ou non entre plusieurs acteurs au sein d'une organisation quelle qu'elle soit, donc une équipe, une business unit, un département, etc. De même, la culture de travail, elle peut être abordée, voire mesurée de différentes manières. Elle peut être mesurée de manière très directe, mais coûteuse, c'est-à-dire en étudiant directement les valeurs d'une entreprise in situ et leurs applications concrètes. Par exemple, une entreprise qui favorisera la transparence comme valeur primaire au travail pourra appliquer des conditions de travail type une présence massive d'open space, etc. Et ces conditions peuvent plaire ou non, on va dire, à certains employés et non à d'autres. La culture au travail, elle peut être abordée de manière aussi indirecte, mais de façon plus automatisée et scalable. Donc, par exemple, par l'étude des soft skills, c'est-à-dire les dynamiques comportementales qui sont issues des traits de personnalité et des facteurs de motivation. Et par ce biais-là, elle permet d'en apprendre énormément sur les valeurs d'un groupe. Et c'est ce dernier cas, évidemment, que nous privilégierons durant ce webinaire, puisque Talent Today est une solution d'analyse de soft skills en soi. Donc, notre intérêt à nous pour le Culture Fit et pour l'apport d'une solution concrète à la rétention candidat et ou employé part d'une problématique très, très simple. Cette problématique, c'est la problématique de l'engagement au travail. Donc, comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un problème récurrent au niveau mondial. Aux US, en 2018, le taux de désengagement coûtait 483 milliards à 605 milliards chaque année aux entreprises. Il y avait 51% de travailleurs US qui étaient dits flottants, donc ni engagés ni désengagés, 33% de travailleurs engagés et 16% qui étaient activement désengagés. Côté France, en 2018, pareil, on avait 6% de travailleurs qui étaient engagés, contre 20% qui étaient activement désengagés et 75% qui ont voté blanc. Donc, ni engagés, ni désengagés. Donc, à la lumière de ces chiffres, on sait que différents contextes professionnels mènent au désengagement des employés. Le plus fréquent, c'est lorsque les politiques d'entreprise et les conditions de travail ne répondent pas aux attentes initiales des travailleurs. Cependant, on
on peut également observer des causes plus subtiles de désengagement dans certaines structures. Alors en effet, si vous voulez, les recruteurs, on sait qu'ils cherchent souvent donc à maximiser en priorité la prédiction de la future performance du candidat, comme nous l'a montré Romain aussi dans sa présentation. Et en faisant cela, ils vont tendre à minimiser l'impact des soft skills et de la culture de travail des candidats. En faisant cela, ils vont négliger donc l'étude de leur bonne compatibilité avec celle de l'équipe de travail dans laquelle ils vont opérer. Et le risque, c'est de n'embaucher plus que des mercenaires. Donc, c'est-à-dire, mercenaires, c'est quoi le problème? C'est que c'est des individus qui, comme vous le voyez sur cette courbe-là, une fois un certain palier de performance atteint au sein de l'entreprise, privilégieront rapidement les révolutions personnelles et vont se tourner vers d'autres opportunités pour apprendre de nouvelles choses. Il faut donc, lorsqu'on parle de rétention candidat, rétention employé, il faut agir différemment et adapter ces critères de recrutement. D'autant plus qu'une personne qui est non adaptée à son milieu professionnel en termes de culture de travail, donc peut finir par renverser la dynamique d'ensemble. Ça, c'est ce qui est stipulé par la théorie des contraintes appliquées aux ressources humaines. Et il y a un terme en fait qui résume l'origine de ce genre d'incident. Romain l'a mentionné, c'est le toxic A-player. Ce cas-là, il est pris notamment très très au sérieux aujourd'hui dans les interviews RH annuelles aux US. Et comme le montre, donc, comme vous pouvez voir sur le tableau ci-dessus, ici, il intervient lorsque les hard skills sont adaptés, matchent le poste. Donc les hard skills, c'est les compétences dures, les savoir-faire. Donc la personne est a priori performante, mais le recruteur va s'apercevoir que, au fur et à mesure de la période d'essai ou même après, les soft skills ne le sont pas, eux, adaptés à la culture de travail de l'organisation. Donc, ces soft skills, ça va être donc les traits de personnalité, les leviers motivationnels, les valeurs, etc. Ils ne vont pas être adaptés. Et donc, dans cette situation, on peut se retrouver face à un toxic A-player, quelqu'un dont le comportement va petit à petit se dégrader. Et donc, c'est quelqu'un de possiblement très performant, mais qui peut devenir toxique pour la culture de travail organisationnelle. Alors, du coup, il y a des exemples de cas typiques d'antagonistes recensés dans la littérature, des personas de toxic A-player. Sans doute, certains vous diront quelque chose. On a, par exemple, le monsieur G, c'est tout, qui n'a aucune mentalité d'apprentissage et de curiosité. On a le loup solitaire, qui est l'antithèse de l'esprit d'équipe. Voilà, il dira souvent, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle, je peux le faire moi-même. Ça va être ses maîtres mots. Et on peut aussi avoir la commère qui aime être dans les affaires de tout le monde et créer des drames par la propagation de rumeurs. On a beaucoup d'autres personnages. Là, je vous ai fait un petit résumé, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Mais évidemment, il y a des moyens scientifiques pour parer à ce genre de cas individuels. En fait, la culture de travail d'un groupe, elle est définitivement mesurable, notamment au travers de l'étude des soft skills, comme je vous l'avais dit précédemment. Nous, à Talent Today, on s'est amusé il y a quelques années à dresser le profil en termes de culture de travail de la plupart des grandes entreprises que nous avions dans notre base de données. On avait plus de 4 millions d'utilisateurs. Donc, leur nom importe peu. On a simplement analysé les caractéristiques soft skills prédominantes de ces entreprises en fonction de leur champ d'application business. Et on a tenté d'extraire leurs similarités et différences via une analyse de graphes, comme vous pouvez le voir ici. Ça donne un joli petit cerveau. On a pu mettre en évidence, comme vous pouvez le voir ici, l'existence de 6 clusters soft skills différents, et seulement 6, qui vont correspondre, chaque cluster va renvoyer à un pool d'entreprises qui opèrent dans un champ d'application business bien distinct. Donc cette étude, elle démontre à quel point les champs d'application et la nature des projets des entreprises influent sur les soft skills de leurs collaborateurs, et ce qui définit par là même leur propre culture de groupe. Donc évidemment, pour ne pas diluer ce type de culture, il faut trouver des candidats qui montrent un certain degré d'adaptation à cette culture. Et à Talent Today, c'est dans cette optique qu'on a pensé à créer nos ADN de groupe. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une jolie fonctionnalité dont on est assez fier.
Donc ici, on a une vue de notre fonctionnalité de Culture Fit, donc qui est accessible pour nos utilisateurs depuis notre plateforme en ligne. On peut dresser donc le portrait de la culture de travail d'un groupe, donc telle une fonction métier, une équipe, une unité business ou même un département, sous la forme de son propre ADN. Donc c'est la séquence ici de traits que vous voyez au centre. Là, les photos, etc., que vous voyez à côté, ce sont des individus qui sont matchés, hein, mais l'ADN, il est ici. Ça, c'est un ADN de personnalité pour le groupe, une fonction métier, vente, de plus de 12 000 personnes piochées en base. Donc, les 12 000 individus ont passé le test de personnalité de motivation de Talent Today, le MyPrint, et en fait, sur chaque dimension considérée, donc les dimensions, vous les avez ici en ligne à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on a un modèle de personnalité de motivation pour lequel les dimensions sont bipolaires, donc s'expriment selon un continuum qui va d'un pôle, une tendance comportementale extrême, à un autre pôle, une tendance comportementale extrême opposée. Et donc ici, sur chaque dimension considérée en ligne, les scores individuels des individus qui constituent la population de base vont s'orienter soit vers un pôle ou soit vers l'autre. Et donc, on peut extraire comme ceci la séquence de traits attitudinels et émotionnels, mais aussi les besoins caractéristiques du groupe vente dans le cas précis. Parmi ces traits et ces besoins, certains vont être plus prédominants que d'autres. Ce sont les traits ici, donc il faut suivre la branche verte ici, qui détermine l'ADN, la séquence de traits. Et certaines caractéristiques sont plus prédominantes que d'autres. On les a mis avec crochet ici, là, comme vous pouvez voir. Et donc, ces traits prédominants-là vont constituer le cœur de l'ADN, le noyau de l'ADN. Donc, c'est évidemment ça qui nous intéresse le plus. Il y a en général 4 traits prédominants pour la personnalité et 4 traits prédominants pour les motivations. Donc ici, en l'occurrence, sur le groupe vente, on peut voir qu'on va retrouver l'individualisme comme trait prédominant, l'assertivité comme trait prédominant également, le pragmatisme et le côté moteur, donc le fait de s'intéresser plutôt aux objectifs à court terme. Donc ça c'est le noyau de l'ADN du groupe vente. Et donc, on peut voir déjà que la plupart des caractéristiques ici sont en accord en fait avec la littérature, ont été énumérées notamment par Romain, hein, l'assertivité. On a l'extraversion ici en caractéristique non prédominante. Et puis, donc, on retrouve beaucoup de facteurs comme ça issus de la littérature et dont les corrélations avec la performance ont été mises en évidence par le Big Five. Et puis, on a certaines singularités ici. Donc, on peut voir, par exemple, que au lieu de la détermination, c'est plutôt l'opportunisme qui est privilégié. Mais quand on s'intéresse un petit peu au cas, on se rend compte que quand on va comparer, si on standardise, vous voyez, sur l'ensemble des fonctions métiers, si on compare, par exemple, un groupe R&D avec un groupe vente, évidemment que le niveau de détermination ne va pas être le même, quoi. Les projets ne s'échelonnent pas du tout sur le même type de temporalité. Et donc, c'est même une qualité, finalement, pour un sales d'être opportuniste, de savoir détecter les opportunités les plus rentables et de switcher son centre, ses intérêts et ses activités en fonction des opportunités. Alors, si je vous explique et je vous détaille cet ADN de cette façon-là, c'est aussi évidemment pour vous dire qu'on peut, ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut venir matcher des candidats externes à cette culture de groupe sur la base de leur personnalité et leur motivation propre, et on peut donc mesurer leur propension à s'adapter à cette culture de travail d'équipe. Donc là, par exemple, dans le cas précis, je me suis amusé à matcher 2 membres de chez GetPro, avec l'accord de Romain, bien évidemment. On a un membre qui fait partie de la R&D plutôt, et un membre qui fait partie des recruteurs GetPro. Et donc, on voit ici clairement qu'il y a une différence importante entre les deux en termes de match sur la fonction métier vente, et qui va dans le sens, évidemment, de ce à quoi on s'attend. Voilà.
Alors, pour finir, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut aller encore plus loin. Avec cette fonctionnalité. On peut réaliser l'ADN de sa propre équipe de travail. Donc, par exemple, ici, j'ai réalisé l'ADN de l'équipe de recruteurs de GetPro, donc qui contient 14 personnes. Donc, merci Romain pour ça. La première chose donc à noter pour cette population de 14 individus, donc vous avez la personnalité à gauche ici et la motivation à droite, l'ADN de personnalité et l'ADN de motivation. Pour ces 14 personnes ici, on va retrouver des caractéristiques communes donc avec la fonction métier vente qu'on a vu précédemment. On va retrouver l'extraversion, l'assertivité, le pragmatisme, mais elles ne sont pas forcément dans le même ordre d'importance, on va dire. D'accord? Donc, des caractéristiques qui constituaient l'ADN, le noyau d'ADN de la fonction vente, sont ici des caractéristiques moins prédominantes et vice-versa. Côté motivation, on a le besoin de socialiser, le besoin d'aventure. Donc, ce besoin d'aventure, hein, ça correspond à la prise de risque, et le besoin d'affiliation. C'est aussi des caractéristiques qu'on retrouvait dans la fonction métier-vente. Alors, au passage, un petit mot sur le lien entre culture et performance. Dans la littérature, comme on l'a vu avec Romain, les caractéristiques mises en évidence par le modèle de perso étalon, je veux parler du Big Five, c'est le lien, ces caractéristiques qui font le lien avec la performance des commerciaux spécifiques, c'est l'assertivité, l'extraversion, et on l'a vu, l'ambition et la poursuite des défis. Donc ici, par exemple, pour les recruteurs GetPro, on peut voir que l'ambition, ça fait partie de leur noyau d'ADN, par exemple. On a l'assertivité et l'extraversion qui fait partie du noyau d'ADN également. Donc voilà, et en revanche, alors ce qui est assez intéressant à noter ici, et ce qui fait justement la richesse de chaque ADN de groupe, qui fait son unicité, c'est que en quatrième caractéristique pour le cœur de l'ADN, on va avoir l'optimisme, l'aspect positif ici, et de façon un peu étonnante, c'est plutôt le besoin de contribuer à la société ici qui va être privilégié en tant que caractéristique qui fait partie du noyau de l'ADN de ces recruteurs GetPro, alors même que le besoin de bénéfices tangibles, si vous voulez, le besoin disons-le, d'avantages matériels, c'est plutôt le besoin qui est rapporté chez les opérateurs commerciaux performants dans la littérature, clairement. Donc, j'ai posé cette question à Romain un petit peu pour en savoir plus sur leur culture. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus, Romain? Du coup, c'est ce qui fait un petit peu l'unicité de votre culture à GetPro? Oui, donc on est un petit peu atypique de ce point de vue-là, dans le sens où il y a on est une société qui est très collaborative, où les collaborateurs sont très investis dans l'entreprise, dans les prises de décision. Ils ont un accès à énormément d'informations et par ailleurs, on a une activité sociale qui est particulièrement développée avec plusieurs associations, l'accompagnement de mères isolées dans leur recherche de job, avec du coaching et également des personnes qui sont il y a un groupe qui s'occupe de quinquagénaires qui connaît des difficultés pour retrouver des jobs. Enfin, globalement, il y a un côté social qui est assez développé et Okay. une culture. Ouais. Donc un peu atypique. Ouais, donc ok, merci Romain. Voilà. Donc, ça c'est des choses en fait qu'on peut noter justement sur ce type d'analyse. Et donc, en fait, l'important, le take-home message de cette présentation et de cette présentation de cette fonctionnalité, le take-home message, c'est vraiment de se poser la question, lors de mon prochain recrutement, donc en plus de prendre en compte le niveau de compétences brutes des candidats, évidemment, au travers d'un entretien traditionnel, avec une interview, etc., le but, c'est est-ce que je souhaite, lors de mon prochain recrutement, solidifier la culture de travail de mon organisation en ne prenant que des personnes qui vont matcher fortement avec l'ADN de groupe que j'aurais forgé, l'ADN de mon équipe, l'ADN de mon organisation, etc.
Ou est-ce que je préfère commencer à apporter de la diversité en termes de soft skills, dans le but peut-être même d'impacter, on va dire, positivement la performance, parce que, par exemple, ici, Romain, lors de son prochain recrutement, il pourrait, vous voyez, favoriser les gens qui matchent le noyau de l'ADN de ces recruteurs, donc extraversion, ambition, pragmatisme, etc. Et pourrait décider, pour certains traits prédominants, de favoriser des candidats localement qui vont matcher le pôle opposé. Donc, ce pourrait être le cas pour besoin de, enfin, je veux dire, l'échelle de la récompense pourrait favoriser des gens qui ont besoin de récompense plutôt, essayer un petit peu de diversifier comme ça les soft skills et d'impacter aussi positivement la performance, puisqu'il a lu par ailleurs dans la littérature que les opérateurs commerciaux, en général, démontrent ce type de trait, expriment ce type de trait, ce type de motivation. Donc, c'est une alternative de commencer à favoriser la complémentarité en termes de soft skills et donc favoriser la diversité. Voilà. Mais bon, il y a aussi un risque de diluer la culture de groupe en faisant ça. Donc, la bonne pratique, en général, par rapport à ça, puisque cette opposition entre culture fit et culture add ou culture amp pour culture amplification, cette opposition, en fait, peut être traitée de manière très raisonnable. Donc, la bonne pratique, en général, c'est de considérer la taille de l'entreprise. Si, comment dire, pour les entreprises, les petites, médiums, etc., le but, ça va être de favoriser la création d'un noyau de collaborateurs solides en insistant sur le culture fit, sur l'homogénéité de la culture et donc des pourcentages d'adaptation forts. Et plus l'entreprise s'agrandit, voire pour les grands groupes, etc., on peut commencer à favoriser la complémentarité en soft skills, à favoriser la diversité. Voilà, messieurs, j'espère que cette présentation et la découverte de cette fonctionnalité vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole à Mathieu Nivois qui va nous parler des process de recrutement chez Lucas en pratique. Merci Gabriel. Hop. Bonjour à tous. Mathieu Nivois, moi je suis Chief Sales Officer chez Lucas. J'ai rejoint la société il y a 8 ans en tant que business developer et j'occupe la direction commerciale depuis 5 ans. Et donc dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu l'occasion de recruter pas mal de business développeurs. Et aujourd'hui, c'est de vous faire un petit partage d'expérience sur comment est-ce qu'on recrute chez Lucas et comment on essaie de concilier performance et résiliation. Peut-être très rapidement avant de commencer. Alors déjà, je ne sais pas si parmi vous certains connaissent Lucas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais en quelques mots, donc Lucas, on est un éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans toutes les problématiques de gestion des ressources humaines, donc ce qu'on appelait SIRH. La société a été créée en 2002 par notre PDG Gilles Sadger. On a aujourd'hui plus de 4900 clients dans plus de 50 pays, ceux qui représentent plus de 800 000 utilisateurs finaux. Et concernant la société en elle-même, donc aujourd'hui Lucas, c'est 230 collaborateurs, 15,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit 28% de croissance par rapport à 2019. Donc on est d'une manière générale depuis plusieurs années sur des rythmes de croissance assez rapides, entre 40 et 50%, avec une petite baisse l'année dernière du fait du contexte sanitaire. Vous avez sous les yeux l'ensemble des solutions que nous proposons. Là, pareil, je vais passer assez vite, mais c'est quand même important que vous compreniez un peu ce qu'on fait, parce que ça va avoir un impact assez fort sur la typologie de profil qu'on recrute. Donc, vous avez sous les yeux l'ensemble des solutions proposées par la société Lucas. La vision, en fait, de notre PDG, c'est d'aller encercler la paye et la comptabilité. Donc, on n'a pas vocation à éditer de la paye et de la compta, mais par contre éditer toutes les briques qui sont autour afin que nos clients puissent se composer un SIRH à la carte en allant chercher uniquement les modules qui les intéressent. Et donc on va avoir 3 grandes familles, gestion des temps et activités, avec congé absence, suivi des temps, rentabilité des projets, la partie finance avec les notes de frais et très prochainement la partie achat,
et la brique SIRH plus classique, on va dire, avec la gestion du dossier du personnel, le suivi de la rémunération des collaborateurs et des éléments variables de paie, et la gestion de la performance, avec le petit dernier en bonus qui est PAGA, qui est la distribution au format dématérialisé des bulletins de paie. Voilà pour notre offre. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez touffu, très métier, avec un scope donc assez large. Hop. Là aussi, rapidement, l'organisation du service commercial, puisque c'est là encore ça va impacter la façon dont on recrute. Donc, en quelques mots, on a choisi de spécialiser les personnes au sein de nos équipes, et donc on va dissocier l'acquisition de la conversion. Donc, on a des départements qui ont pour vocation de générer des leads, qu'on va appeler les départements d'acquisition, et des départements qui vont avoir vocation de prendre ces leads et de les convertir en clients, donc la conversion, avec une segmentation relativement classique, mid-market, donc qui pour Lucas sont des structures de moins de 250 personnes, Enterprise plus de 250 personnes, et international, nos clients internationaux. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que on va recruter chez Lucas pour plus de 90% des personnes chez les sales au mid-market. En fait, le mid-market chez Lucas, c'est l'école de la vente. C'est là où on va recruter le gros de nos collaborateurs pour les former à la fois sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie solutions et problématiques métiers de nos interlocuteurs. Et donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, les enjeux de la vente mid-market chez Lucas qui vont déterminer la typologie de profil qu'on va aller chercher. Et ensuite, on rentrera sur comment est-ce qu'on identifie ces profils-là. On va être sur une vente peu technique, donc souvent une vente mono-interlocuteur avec un panier moyen relativement faible, des délais de conversion qui sont assez courts. Et donc, pas besoin de gérer pour le commercial de la complexité en termes d'interlocuteurs, pas des très grosses négociations tarifaires. Donc, vente peu complexe sur la partie vente à proprement parler, mais par contre, beaucoup de complexité sur les besoins métiers et les problématiques métiers adressées par nos solutions. Donc, les BizDev vont avoir en face d'eux dans 90% des cas, des interlocuteurs métiers, donc qui connaissent très bien les problématiques qu'on adresse, qui ont des vrais pains, et il va falloir que nos commerciaux soient capables de parler avec le même langage qu'eux et de très bien comprendre leurs problèmes pour pouvoir bien y répondre, et ce sur l'ensemble de la gamme Lucas, donc les 8 solutions qu'on va proposer. Et donc là aussi, ça va conditionner la typologie de profil qu'on va recruter. Enfin, le dernier point, c'est chez Lucas, on est très orienté sur une vente conseil, donc accompagner nos prospects dans la réflexion de la construction de leur SIRH, aller les challenger un petit peu sur leurs problématiques et voir comment on peut les accompagner, être capable de dire ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Donc là aussi, tout type de profil ne répond pas forcément à ça. Et ce qu'on peut si je vais synthétiser un petit peu, on a un enjeu très fort sur la capacité d'apprentissage des personnes qu'on va recruter, parce qu'ils vont avoir besoin d'assimiler en fait toute cette partie métier. Et là, le risque, alors j'anticipe un tout petit peu sur la suite, par contre, on a aussi un risque, et ça c'est en lien avec les profils qu'on recrute, c'est l'adhésion avec le métier de commercial. C'est-à-dire que on va recruter des personnes souvent qui n'ont pas fait de vente avant, et donc il faut bien qu'on arrive à valider que c'est un métier dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir pour répondre aux problématiques de rétention. Et donc, qui est-ce qu'on recrute chez Lucas? Donc le profil type, ça va être un jeune diplômé d'école de commerce ou d'école d'ingénieur. Alors principalement des écoles de commerce dans les faits, mais c'est plus pour une question de candidature que de volonté de Lucas. Et on va aller faire on fait de notre côté un screening on va plutôt aller chercher les candidats des écoles de commerce top 10, même si on va analyser dans certains cas d'autres CV. Alors pourquoi est-ce que on a décidé de se focaliser sur ce profil chez Lucas?
En fait, le jeune diplômé, il va avoir une grosse capacité de travail. Alors on a le diplôme valide un certain niveau d'intelligence. Il a aussi une bonne connaissance du milieu de l'entreprise. Donc c'est sa première vraie expérience professionnelle, mais il a fait plusieurs mois voire années de stage. Donc il connaît le mode de fonctionnement de l'entreprise, mais en même temps, il n'est pas préformaté au fonctionnement d'autres entreprises, et donc il va être assez réceptif à notre façon de travailler, qui est assez spécifique, et donc très bien recevoir notre formation. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que si on cherchait à recruter des profils qui ont les compétences métiers de nos interlocuteurs, ça serait extrêmement compliqué. En fait, c'est très dur aujourd'hui de trouver sur le marché des personnes qui vont bien connaître l'ensemble des problématiques qu'on adresse. Il va y avoir des spécialistes sur 1, 2, 3 problématiques, mais sur l'ensemble, c'est compliqué. Et en parallèle de ça, on sait que sur ce type de profil, on a une capacité à les former en interne à la vente qui est très bonne. En 2 mois, quelqu'un qui n'a jamais fait de vente, on arrive à en faire un bon commercial. Et donc, du coup, c'est pas, enfin, aller chercher ce skill-là n'est pas aujourd'hui quelque chose qu'on a identifié comme nécessaire. Après, on a un contexte culturel. Donc, Lucas, on a une culture assez forte. On pourra peut-être en revenir dessus un petit peu plus tard, mais notamment, il y a une culture de 0 variable, quelles que soient les fonctions de l'entreprise. Et ça, pour le coup, c'est assez atypique aujourd'hui sur des profils de commerciaux. Et du coup, ça peut nous générer de la complexité à aller intégrer des profils plus seniors au sein des équipes, puisque même en payant des fixes d'un très bon niveau, on va pas forcément pouvoir être compétitif avec un fixe plus très très gros variable associé. Et enfin, il y a des raisons plus pratico-pratiques. Donc, se concentrer sur une cible unique, ça va nous permettre de concentrer notre communication dans la recherche de candidats sur certains segments. Donc, on va recruter principalement aujourd'hui, par exemple, via Welcome to the Jungle ou les sites d'école. Et c'est aussi plus facile d'appliquer un processus de recrutement sur une population homogène. Je développe pas ça, c'est assez logique. Alors, vous avez sous les yeux, du coup, les critères qu'on va aller chercher chez les candidats. J'ai fait l'exercice avec Romain Pichou avant cette présentation pour la formaliser un petit peu plus. On a un process qui est assez scripté, mais pour vous présenter un petit peu en langage psychométrique ce que cela pourrait donner. Donc, il y a 5 compétences qu'on va aller chercher chez les candidats. La première, ça va être l'intelligence. J'en ai déjà parlé, mais trouver des personnes qui sont capables d'appréhender la complexité de l'ensemble des solutions que l'on propose, et aussi qui ont une grosse capacité d'apprentissage, puisqu'il y a un gros apprentissage initial, mais aussi un gros apprentissage via de la formation continue, puisque sur des solutions SaaS, on est sur des solutions qui évoluent de façon permanente. Certains traits de personnalité, l'humilité, là encore, trait de personnalité essentiel sur la partie apprentissage, l'esprit de synthèse, quand on doit travailler sur un SIRH avec 4-5 solutions, être capable d'appréhender le projet dans son ensemble, l'énergie et la curiosité, là encore, compétence essentielle pour, chez nous en tout cas, identifier comme critère de succès pour performer sur la durée. Je passe rapidement sur la communication, c'est des skills assez classiques chez les commerciaux, expression orale, qualité rédactionnelle, capacité à présenter. Donc ils vont utiliser dans leur métier. Il faut quand même peut-être juste ajouter que chez Lucas, on a un positionnement assez premium et nos personas sont en général des interlocuteurs d'assez haut niveau, et donc ils vont être sensibles en fait à ces compétences-là, notamment l'expression et les qualités rédactionnelles. Le culture fit, très important chez Lucas, on a une culture très forte, et donc on va aller chercher des candidats qui connaissent nos valeurs, donc qui vont s'être renseignés et qui vont y adhérer, parce que derrière, ça va être un levier clé dans la motivation. Donc, pas de variable pour les commerciaux, déjà, ça c'est un point important à discuter
assez tôt dans les phases de recrutement. Est-ce qu'ils comprennent la logique derrière? Est-ce qu'ils comprennent l'intérêt, la transparence des salaires? Beaucoup de transparence aussi dans l'entreprise. On a des critères d'ADN qui sont proches de ceux de GetPro dont parlait tout à l'heure Romain. Et le dernier critère, et là pour le coup c'est assez rapide, donc chercher la seniorité. Le critère de seniorité, aller chercher des jeunes diplômés, parce qu'on sait que c'est sur ce type de profil qu'on va pouvoir le mieux capitaliser. Et si jamais on modélise ça dans le processus de recrutement, donc on a un processus de recrutement qui est assez court, en 5 phases. Et chaque étape, en fait, va nous permettre d'aller évaluer ces différents critères. Alors, on est volontairement sur un format assez court parce que recruter des commerciaux, l'ensemble j'imagine que parmi les participants, il y a beaucoup de personnes qui le font, et donc vous devez savoir que on est sur un marché assez tendu, très compétitif, donc il faut être capable d'être réactif, et d'avoir un process de recrutement trop complexe peut en fait être un frein au recrutement. Du coup, on est sur une première étape qui est l'analyse de CV, très rapide. On est sur des profils juniors, il n'y a pas énormément de choses à regarder, donc ça va être principalement sur le diplôme où on va aller checker la partie intelligence. Ensuite, on va avoir un screening RH qui va être un call d'une 30aine de minutes avec le candidat, où va y avoir en fait un screening RH, excusez-moi, où on va faire un tour assez rapide avec le candidat sur l'ensemble des critères qu'on va évaluer. Donc là, l'idée, c'est plutôt de simplifier le travail des managers ensuite, pour éviter des entretiens où dès les 5-10 premières minutes, on saurait qu'il y a peu de chances que le fit fonctionne. Pour arriver à la 3e étape, qui va vraiment être le cœur du recrutement chez Lucas, avec un entretien avec le responsable du département et le futur manager de la personne, où on va vraiment rentrer dans le détail avec le candidat sur ses motivations. Enfin voilà, je vois que je suis en train de déraper au niveau du timing, donc je vais aller assez vite, mais grosso modo, on va vraiment creuser les points que vous voyez en dessous. Un email de feedback pour valider la qualité rédactionnelle, l'esprit de synthèse, mais aussi un peu la partie fit, ce qu'il a compris. On va lui demander qu'est-ce qu'il a retenu de cet entretien. Et la dernière étape, qui est un rituel en fait chez Lucas, qui va permettre, dans le cadre des commerciaux, de valider la capacité à présenter, mais c'est une épreuve qui est faite pour tous les recrutements chez Lucas, qui va nous permettre d'aller valider le fit culturel. Le grand oral, c'est une présentation libre de 10 minutes devant une dizaine de collaborateurs Lucas, tout département confondu. Présentation libre de 15-20 minutes, excusez-moi, suivi d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir si on a envie de travailler avec le candidat. Et donc, c'est pas que les commerciaux, c'est vraiment des personnes de toute l'entreprise qui vont le valider. Et aussi pour voir si le candidat a envie de travailler avec les personnes présentes. En cette thèse, donc, ce qui est important en fait, c'est de bien identifier les critères sur le candidat qui vont permettre de performer dans notre environnement de vente, là encore assez spécifique, peu complexe sur la partie vente, très complexe sur la partie métier. Bien communiquer avec le candidat pour être sûr qu'il ait une bonne compréhension du poste et de la mission, parce qu'il y a un vrai risque en fait sur des personnes qui n'ont jamais fait de vente avant, sur l'adhésion à cette mission. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de vente qui veulent en faire, mais donc bien creuser cet aspect-là, et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise qui vont être un facteur clé de succès dans son intégration, sa performance, mais aussi sa performance sur la durée. Sachant que, bien entendu, pour garder la performance et la rétention sur la durée, beaucoup d'investissements sur la partie formation et perspective d'évolution, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, merci pour votre attention, et je repasse la main à Romain. Merci. Et donc, pour conclure, donc on se rend compte que avec les traits individuels, on arrive à prédire dans une certaine mesure la performance des candidats à hauteur de 50% de la variance. Et en fait, la question du culture fit,
elle se pose avec l'environnement, c'est-à-dire est-ce que la personne elle va se sentir bien dans l'environnement, est-ce qu'elle va y être adaptée. Mais le bonus avec l'évaluation de l'environnement et donc du culture fit, c'est que c'est ça également. Donc ça nous donne la rétention, mais ça nous donne également les 50% de performance manquant. Donc les entreprises, elles ont tout intérêt à se poser la question de l'individu, mais aussi de voilà comment il va s'acclimater à l'entreprise et comment ça va se passer pour lui, parce qu'elle est gagnante sur des deux côtés, c'est-à-dire qu'elle va y trouver la rétention et le surplus de performance. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite. Si vous souhaitez nous joindre, on a mis nos coordonnées là sur la slide. S'il y a des questions plus personnelles, et sinon, on est disponible pour répondre aux questions tout de suite. J'en ai vu une qui me concerne a priori. Oui, il y a une question pour Gabriel. Ouais. Si tu veux la répondre directement. Ouais, je vais la reprendre. Okay. Donc, est-ce que la culture fit, c'est la mesure de la capacité d'adaptation, ou bien est-ce plutôt de savoir si le candidat a les mêmes valeurs que celles d'une entreprise? Donc, alors, c'est les deux en fait, mais alors ça dépend de ce que vous entendez par capacité d'adaptation. Mais alors de ce que j'ai présenté du culture fit, c'est plutôt de savoir si le candidat a les mêmes valeurs que celles d'une entreprise. Mais nous, on l'approche en l'occurrence via les soft skills, et via les soft skills, on peut également évidemment en déduire sur certaines échelle, en déduire les capacités d'adaptation de la personne. Mais ce sera en termes d'adaptation à la dynamique en fait d'équipe, à la dynamique organisationnelle, etc. Si on parle maintenant de capacité comment dire, d'apprentissage, etc., comme on l'a vu avec mes collaborateurs, on se dirigera plus sur du cognitif dans ce cas. Merci Gabriel. Voilà, je pense qu'on n'a pas plus de questions. Du coup, je voulais vous remercier. Merci Mathieu d'avoir nous présenté ces cas concrets et comment ça s'est passé chez Lucas. C'était super intéressant. Et Romain, voilà, merci à toi pour l'organisation de tout. Donc, comme on l'avait dit au début de l'atelier, pour tous les participants qui sont là, les replays, c'est automatiquement disponible à la fin, dans quelques minutes, dans quelques secondes, à la suite de ces webinaires, et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Vous aurez aussi les coordonnées des intervenants, donc n'hésitez pas à revenir vers eux ou vers moi, vers nous, Finance Innovation, si vous avez besoin des autres questions, ou vous avez besoin de mises en relation. Et merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée.